gestion du bien public confondent les biens publics avec les biens privés. Donc on doit sanctionner des gens qui se comportent de cette façon-là. Deuxième élément, l'élection présidentielle. Il faut que ça continue à être une élection à ce qu'on introduise le système de 2 tours. Pour qu'au premier tour, qu'il y ait des éliminatoires et qu'au deuxième tour, on reste avec 1 ou 2, 3 candidats. Je regrette le fait que lors de la grâce présidentielle qui a été accordée à Edi Kapende et les autres, je regrette qu'il y ait certaines personnes qui étaient condamnées dans le cadre du procès des Camels pour détournement des fonds publics et qui ont été libérés. On ne sait pas si ça a été fait frauduleusement ou intentionnellement, mais sauf qu'ils ont été mis en prison pour, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, et ils n'ont même pas fait 1 an en prison, ils sont sortis. Donc je pense que c'est un acte de fraude. Donc il y a eu des gens qui ont été arrêtés dans ce temps-là aussi. Ce que moi je souhaite, c'est que le principe s'applique à tout le monde, sans exception, de façon équitable. Bonjour, bonsoir, chers amis, internautes et téléspectateurs, partout là où vous nous suivez, sur votre chaîne d'information générale, politique, sociale et générale, bref, générale. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui d'être parmi vous dans vos maisons, dans vos salons, et avec comme invité Monsieur Noël Tiani Mwadianvita, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Candidat malgré bien sûr. Nous allons parler avec M. Noël Tiani, qui est aussi le président d'un parti politique, la Force du Changement. Nous allons parler de la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Ça fait 1 mois déjà, depuis le 15 février, qu'il était nommé par le président de la République, ça fait 1 mois. Nous allons parler de la rentrée parlementaire, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pourquoi pas aussi parler de lui, parce que quand il passe dans les médias ici, à Kinshasa, ici au Congo, les gens disent que c'est les potentiels gouverneurs du Banque centrale, parce qu'il a vraiment de la matière sur le plan économique. Bonjour, Monsieur Noël Tiani. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté notre invitation. Je suis très heureux d'échanger avec vous. Merci. Monsieur Noël Tiani, vous êtes le président d'un parti politique, la Force des Changements. Vous êtes un candidat malgré à l'élection présidentielle de 2018. Mais à part ça, si vous pouvez parler de vous, une brève présentation. Qui est Monsieur Noël Tiani? Bon. Noël Tiani, un petit garçon, né en Namnajika, dans l'actuelle province de la Roumanie, étudié là-bas, école primaire, école secondaire. Je vais à Kinshasa, j'ai obtenu une bourse du Conseil exécutif national du gouvernement congolais, du gouvernement zaïrois à l'époque. J'ai étudié en Belgique, à l'université de Liège, jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Je vais à l'université de Grenoble en France. Je fais un 3e cycle de diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Je vais à Paris, à l'Institut supérieur de gestion. Je fais le 3e cycle en finance internationale. Je pars aux États-Unis, dans le Wall Street. J'obtiens le diplôme à Delphi University, où j'obtiens le diplôme de Masters of Business Administration, qu'on appelle MBA en banque et marché financier. Je reviens à Paris. Je fais un doctorat en sciences économiques, avec spécialisation en banque et finance à l'Université de Paris 9-Dauphine. Je rentre aux États-Unis à l'Université de Harvard et je fais un diplôme postdoctoral en leadership et management. Après avoir terminé les études, je suis recruté par une banque américaine à New York, dans le Wall Street. J'ai travaillé dans 3 banques au fait, mais la toute dernière, c'est la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque du monde. Avant ça, j'ai été à la Citibank pendant quelques temps. Et après avoir passé 10 années de banque commerciale d'investissement à Wall Street à New York, je suis à la Banque mondiale à Washington pendant 30 ans et je couvre près de 85 pays à travers le monde. Et je suis sorti de la Banque mondiale en tant que directeur résident de la Banque mondiale. Et voilà, donc c'est ça. Je viens ici, je me présente aux élections présidentielles en 2018.
Malheureusement, je n'ai pas été élu, mais contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas candidat malheureux, je suis le candidat heureux. Le candidat malheureux, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a tous les problèmes de la République sur son dos, mais moi, je suis un candidat heureux parce qu'après les élections, je dors très bien, je me repose bien, je fais ce que je veux, lui, il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. C'est ça un peu, messieurs Noël Tiani Mwandiravita. Avec tous ces diplômes, messieurs Tiani Mwandiravita, et puis vous avez eu la chance de travailler dans des grandes institutions internationales, travailler dans une banque américaine, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi laisser tous ces avantages-là pour venir au pays ici et postuler aux élections, à l'élection présidentielle? J'étais au fait un révolté de la société. J'étais très heureux là où j'étais, j'ai gagné beaucoup d'argent, une grande maison, une grande voiture, tout ça. Toutes les conditions réunies. Mais il y avait quelque chose qui me rongeait au fond de mon cœur. Quoi? Envoyé à l'étranger pour aller étudier par le Congo, avec toutes les études dans des grandes universités qui ont été payées par le Congo, et je n'avais jamais travaillé pour le Congo. Mais chaque fois que je viens au Congo, je voyais que le pays était en train de sombrer. La misère était totale, la pauvreté était maximale. Et les ressources du pays étaient mal gérées, la gouvernance était médiocre. Au point où le pays était classé comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, quand on utilise les classements faits par les organisations internationales. Alors que moi, là où j'étais, je vous ai dit que j'ai travaillé sur plus de 85 pays différents. J'ai aidé au développement de plusieurs pays. J'ai vu des pays que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ils étaient très pauvres comme la RDC. Oui. Et avant que je ne puisse les laisser, ils étaient devenus des pays émergents. Je me suis dit, à quoi je sers sur cette planète, si ce n'est que aider les autres, mais pas aider mon propre pays. C'est comme ça que je me suis dit, dans un premier temps, j'ai publié des recommandations dans des livres. Et j'ai pris ces livres-là, j'ai remis au chef d'État en poste, le monsieur là, Joseph Kabila. Je lui ai remis le plan Marshall au départ. Je lui ai dit, voici ce qu'il faut faire. Et j'ai vu qu'il ne suivait pas. Et par conséquent, j'ai décidé, comme l'opportunité s'est présentée d'avoir des élections où il y aurait l'alternance au sommet de l'État, je me suis dit, au lieu de leur donner des conseils, ces politiciens qui sont véreux et qui ne font pas ce qu'il faut pour le pays, autant venir prendre leur place, mettre en place l'équipe qu'il faut et gérer le Congo différemment. C'est ça qui m'a motivé à venir dans cette arène politique. C'est ça qui vous a motivé, monsieur Tiani Mwandiravita Noël. Et vous avez dit que vous avez aidé d'autres pays à quitter les stades de pays pauvres et à devenir des pays émergents. Comme quel pays? Je peux citer plusieurs, mais je vais peut-être mentionner les îles du Cap-Vert, un petit pays africain à l'ouest du Sénégal. Quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, était de 170 $. Quand je partais, le PIB par habitant était de 7500 $. 7500 $. Le Cap-Vert, voilà, le Cap-Vert était devenu un pays émergent. Je peux mentionner le Sénégal. Le Sénégal, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y avait rarement des routes qu'on pouvait emprunter. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Sénégal, il y a des autoroutes partout. Vous pouvez partir de Dakar à Rosso, partout dans toutes les provinces du pays. Donc, vous trouvez des infrastructures. L'électricité était une commodité rare. Aujourd'hui, vous avez de l'électricité en permanence au Sénégal. Et je me suis occupé de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire, le Burkina, de tous ces pays-là. Et j'ai vu qu'ils faisaient des progrès. Je me suis occupé des pays donc, des Caraïbes, Jamaïque, Barbados, les îles Barbades. Tous ces pays-là, j'ai vu qu'ils faisaient des progrès. Je me suis occupé de l'Indonésie, du Bhoutan en Asie, du Vietnam. Donc, tous ces pays ont fait des progrès énormes. Quand vous allez dans les magasins ici, vous achetez beaucoup de textiles. Vous trouverez que ce sont des choses qui viennent d'Asie, qui sont fabriquées en Asie. Alors, je me suis dit, si j'ai pu aider les autres pays, pourquoi ne pas venir aider mon propre pays aussi? Monsieur Noël Tiani Mwandiravita, c'est quoi le plan Marshall? Vous parlez trop de ça. Et ça vous colle d'ailleurs dans le cou. Quand on vous voit un monsieur qui parle du plan Marshall, c'est quoi en fait? Le plan Marshall, c'est une vision de développement, c'est-à-dire conçue pour sortir le Congo de la situation actuelle du sous-développement, pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour cela,
je me suis dit, il faut qu'on puisse répondre aux défis du développement un à un pour que le Congo devienne ce qu'il devait être. Quels sont ces défis de développement et comment est-ce que le plan Marshall entend répondre à cela? Nous avons le défi sécuritaire. On n'a pas de paix et de sécurité. Pour cela, le plan Marshall propose de restructurer l'armée, la police, les services de sécurité pour qu'ils soient en mesure de maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Deux, nous avons un défi de la qualité des ressources humaines. La population congolaise n'est pas de bonne qualité quand on compare à d'autres pays tels que l'Allemagne, les États-Unis, ainsi de suite, là, au point de vue de la formation et de l'entretien de cette population. Le plan Marshall envisage de pouvoir faciliter l'accès de tous à l'éducation primaire, secondaire et même universitaire. En utilisant mon exemple, je suis devenu ce que je suis ici en ayant accès à l'éducation primaire et secondaire gratuitement. Et en allant à l'université, j'avais la bourse d'études. Donc je voudrais qu'on aille même au-delà de cela maintenant, en donnant non seulement des bourses d'études, mais également en mettant en place un système d'assistance financière où les étudiants qui sont par exemple en dernière année et qui n'ont pas de moyens parce que leurs parents sont morts, des trucs comme ça, l'université peut leur donner une aide financière ponctuelle. Et l'université peut donner cela en recevant aussi des contributions budgétaires qui viennent de l'État. Tout comme aussi, on peut mettre en place un système donc, de prêts aux étudiants. C'est-à-dire, on travaille avec l'État, travaille avec les banques commerciales qui peuvent faire des prêts aux étudiants qui empruntent pour étudier et quand ils terminent, parce qu'ils vont trouver du travail, ils vont commencer à rembourser. Ces prêts étudiants sont garantis par l'État, sont financés par un fonds mis en place par l'État. Cela va aider à la formation de tout le monde, faciliter l'accès de tous à l'éducation, mais également dans le domaine de la santé. Il faut qu'on puisse construire les infrastructures de qualité, c'est-à-dire les hôpitaux de qualité. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons 105 millions d'habitants aujourd'hui. Je voudrais qu'on utilise la formule que nous avons utilisée en Indonésie. Un hôpital pour chaque 1 million de personnes. Ça veut dire que le Congo a besoin de construire 105 hôpitaux nouveaux sur l'ensemble du territoire national pour faciliter l'accès de tous aux soins de santé. Qu'on mette en place un système d'assurance maladie universelle qui permette à tout un chacun de nous de se faire prendre en charge. Qu'on puisse mettre en place maintenant un système pour permettre à la population de se nourrir comme il faut, faciliter l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire promouvoir la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour que nous puissions produire localement tout ce dont on a besoin pour notre consommation. Maintenant, au-delà de cela, à tout ce qui touche aux ressources humaines, il faut qu'on mette en place des infrastructures de base de qualité, faciliter l'accès de tous à l'électricité, à l'eau potable, aux services de télécommunications, construire les routes, les autoroutes intégrateurs pour relier toutes les provinces du pays, construire des aéroports modernes. Au-delà de cela, nous avons d'autres secteurs qui sont porteurs qu'il faut développer, le secteur du tourisme. Et maintenant, industrialiser le Congo. Pour industrialiser le Congo, nous devons prendre le secteur des mines et de l'agriculture, c'est-à-dire produire localement tout ce qu'on exportait à l'état brut, mais transformer cela à l'état en produits finis, produits semi-finis. Si nous faisons ces choses-là, nous allons créer des emplois pour absorber toute la population congolaise qui est au chômage aujourd'hui. Nous avons 85% de la population au chômage. Donc, si on crée des emplois localement, tous ces 85% de la population au chômage deviennent la main-d'œuvre qui va travailler. Mais parce qu'on ne va pas payer ces gens-là n'importe comment, on va établir un système de salaire minimum garanti, c'est-à-dire au moins $1000 par mois à chaque personne qui travaille. Donc, nous allons régler le problème de pauvreté. On crée des emplois pour tout le monde. On a créé un bon environnement avec des infrastructures. On a mis en place un bon système d'éducation pour que tout le monde étudie. On a mis un bon système de santé pour que tout le monde se fasse prendre en charge. C'est ça qu'on appelle le développement. Donc, si nous faisons ces choses, moi je pense qu'en l'espace de 15 ans, ce pays peut devenir un pays émergent. Et nous allons donc partir du PIB par habitant aujourd'hui de $458 à au moins $15 000 à l'espace de 15 ans. On aura fait œuvre utile pour le développement des Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tiani, Mondial Vita. C'est une bonne vision, c'est un bon plan. Vous avez raté, vous n'étiez pas élu. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi à la tête du pays. Est-ce que ces plans Marshall de Noël Tiani, vous pouvez aussi donner ça à une autre personne comme le président de la République pour qu'il utilise ça et que le Congo, en 15 ans, soit compté parmi les pays émergents?
Il y a une chose que j'avais donné la copie du plan Marshall au président de la République. Et j'ai présenté, oui, je lui ai donné ça en main propre, 5 volumes, je lui ai transmis ça en main propre. Donc, il est libre d'utiliser, ce sont des idées que je pense peuvent être utiles. Et d'ailleurs, quand vous voyez beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui, ce sont des petits morceaux par-ci, par-là du plan, dans le cas du plan. Et je vais vous dire une chose, que c'est un plan qui ne se transfère pas comme ça. L'expérience, c'est que j'ai écrit le plan là, c'est une expérience vécue. Vous ne pouvez pas prendre ça, sortir de la tête et puis mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est une expérience vécue. En d'autres termes, quand vous lisez mes livres sur le plan Marshall, vous prenez un mot. Derrière ce mot-là, il y a 100 000 mots qui ne sont pas sortis, que moi seul je connais. Donc, et c'est comme ça. C'est comme si c'est codé, c'est pas facile. Non, ce n'est pas codé. Ce n'est pas codé. Quand je vous dis que j'ai travaillé sur l'Indonésie, quand j'ai commencé à travailler sur l'Indonésie, je voyais qu'il y avait 265 millions d'habitants, dont 65 ou 170% au chômage. Il y a des choses qu'on a faites pour arriver à créer des emplois. Aujourd'hui, il y a moins de 5% de la population au chômage. Dans les livres, je peux dire l'Indonésie, on est parti de 65% de la population au chômage, à moins de 5%, on a créé des emplois en faisant ça. Fin des citations. Mais vous n'allez pas aller dans tous les détails, parce que si je dois faire ces détails-là, il faut que j'écrive rien qu'un livre sur l'Indonésie, et rien qu'un livre sur les îles Barbades, rien qu'un livre sur le Sénégal. Donc ce n'est pas possible. Les livres que moi j'écris sont condensés. Donc, et pour connaître ça, il faut avoir vécu ça. Et il faut être spécialiste dans ce secteur-là. Il y a des spécialistes du développement. Je ne crois pas que dans notre pays, qu'on ait beaucoup de gens qui ont cette expertise-là. Donc, ce que nous pensons, nous pouvons faire, c'est mettre en place une équipe qui inclut des gens qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas, et ils vont travailler ensemble. Mais dire qu'on va prendre mon plan et le transférer à telle personne pour qu'il le mette en œuvre, c'est une perte de temps. Monsieur Tiani Modian Vita, pourquoi pas être conseiller à la présidence? Pourquoi pas être même consultant, si pas conseiller, mais consultant à la présidence pour donner cette intelligence, cette connaissance au président de la République? Ce que je fais tous les jours là, je suis consultant, je donne des conseils à tout le monde. Mais aux médias comme ça, oui, j'arrive. Si moi je suis président de la République, je suis souverain dans le choix de mes collaborateurs. J'ai choisi les gens en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter. Si vous avez des gens qui ne veulent pas travailler avec vous ou qui n'ont pas encore compris que vous pouvez leur apporter de la valeur, vous allez vous imposer sur eux. Je ne peux pas m'imposer sur eux. Moi, tout ce que je fais, c'est que je partage avec tout le monde, avec le peuple congolais, à travers les médias, à travers les conférences et consorts. Et je sens la différence aujourd'hui. Toute la ville bouge, tout le pays bouge. Partout où je passe, les gens disent « Ah, le plan Marshall, qu'est-ce que vous avez derrière la tête ?» Les gens posent des questions. Donc les gens reconnaissent aujourd'hui que ce plan, c'est une vision qui apporte de la valeur à notre pays. Maintenant, si les autorités politiques veulent s'inspirer de ça, tant mieux. S'ils nous appellent pour leur donner des conseils, tant mieux. Mais s'ils n'appellent pas et qu'ils estiment qu'ils connaissent mieux, tant mieux aussi. Mais tout ce que moi je dis, c'est que je vais continuer à sensibiliser la population congolaise. Chaque jour, nous arriverons à un point où tout le pays va se mettre debout en disant il est temps maintenant de mettre en œuvre cette vision-là. Et la population va décider en ce moment. C'est ça, M. Tiani Modian Vita. La population, parce que vous parlez de la population, partout là où nous passons aussi, quand on vous voit dans les médias, à la télévision, vous passez à la radio, les gens disent que M. Noël Tiani mérite d'être gouverneur de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce que vous pensez quand les gens disent ça? Je leur dis merci. S'ils ont vu la lumière et qu'ils estiment qu'on peut apporter des changements à ce niveau-là, être utile au pays, tant mieux. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que nous sommes disponibles pour faire ce travail, pour faire d'autres choses aussi dans le pays. Vous savez, la semaine dernière, je suis allé dans la commune de Kinshasa. J'ai acheté des boots, des gants, des chapeaux et ma brosse, le balai. Et nous avons nettoyé la ville, la commune de Kinshasa, avec le bourgmestre de la commune de Kinshasa. J'ai participé à ce qu'ils appellent Kinpoté. C'est ma contribution à la République. Je voudrais organiser pour qu'on aille nettoyer la rivière Gombe, parce qu'il y a beaucoup de saletés qui créent donc des moustiques qui empoisonnent tout le monde. Donc, à quelque niveau que ce soit, au niveau de la Banque centrale, au niveau du gouvernement, au niveau du secteur privé, nous devons être disponibles en tant que Congolais de donner notre contribution pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc, ceux qui pensent que nous pouvons être bons dans tel secteur, je leur dis merci. Mais je leur dis que je ne suis pas bon simplement dans ce secteur. Vous pouvez aussi être ministre.
Est-ce qu'avec tous ces diplômes, vous pouvez être ministre, pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui m'avait dit une chose, vous savez. Quelqu'un, c'était un planton. J'allais quelque part, il me voit, il me dit, mais Monsieur Tchèque, vous savez quoi? Moi, j'aime beaucoup vos interventions quand je vois à la télévision. Je vous admire beaucoup, je dis, mais très bien. Mais vous voulez peut-être devenir ministre dans notre pays? J'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question-là? Mais je vais vous dire mon conseil à moi. Dans notre pays, on ne veut pas des ministres comme vous. Je demande pourquoi. Il dit, mais parce que vous avez trop de diplômes. Et ces gens-là ne veulent pas des gens qui ont étudié. Donc, il y a chacun, il va de son propre chemin. Moi, je considère que si on m'appelle quelque part pour aider, je le ferai. Donc maintenant, ça dépend de ceux qui appellent. S'ils estiment qu'on peut apporter de la valeur à l'année, si on estime qu'on n'est pas utile, bon, ils peuvent continuer et nous faisons ce que nous faisons aussi. Je pense que vous êtes utile, même nos abonnés, les téléspectateurs pensent que vous êtes utile pour la nation congolaise. Monsieur Tiani Modianvita, ça fait déjà un mois, depuis le 15 février, que le président de la République a nommé le Premier ministre. On attendait le gouvernement et un mois déjà passé, d'autres personnes disent qu'il y a des problèmes entre les leaders des plateformes et partis politiques, ils veulent s'accaparer des gros morceaux du gâteau et tout ça là. C'est pour cela que le gouvernement, en tant que patriote, en tant que Congolais, quel est votre point de vue? Bon, j'ai constaté aussi que le gouvernement prend du temps à être mis en place, mais je considère que ce sont des difficultés d'enfantement. Vous savez, on conçoit un bébé, il ne va pas naître le jour suivant. Il prend 9 mois avant de sortir. Il a une phase de préparation pour qu'il soit mûr, afin qu'il puisse naître. Je pense que le gouvernement, c'est aussi la même chose. Il y a plusieurs considérations à prendre en compte. J'estime que le Premier ministre a fait des consultations avec les couches vives de la population. Il va avoir un gouvernement représentatif, mais c'est aussi un gouvernement des gens compétents, capables de délivrer sur les promesses, non seulement du chef de l'État, mais aussi sur la vision de développement que lui, le Premier ministre et le chef de l'État donnent pour le pays. Donc, de ce point de vue-là, moi, je crois que j'aurais souhaité que les choses aillent beaucoup plus vite. Et j'avais même dit qu'il fallait que le gouvernement sorte au plus tard dimanche. Dimanche, c'est passé hier, je vois que ce n'est pas sorti. Il faut leur donner du temps. Je leur dis simplement qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Parce que la population dehors là, une heure de faim. Et on a besoin donc de commencer à aller vite. Et je veux qu'on prenne des choses au sérieux. Et qu'on ne peut pas faire un gouvernement. Vous savez, nous sommes 450 tribus dans le pays. Si vous voulez faire un gouvernement où il y a chaque tribu représentée, on aura un gouvernement de 450 ministres. Ce n'est pas possible. Nous avons à peu près 800 partis politiques. Si vous voulez faire un gouvernement où chaque parti politique est représenté, vous avez 800 ministres. Donc ce n'est pas possible. Donc quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez pas contenter tout le monde. Donc je dirais au Premier ministre et au Président de la République de prendre leur courage et de sélectionner les meilleurs, de mettre sur la table donc, un gouvernement qu'ils peuvent expliquer aux gens, voici les concessions qu'on a dû faire pour arriver à sélectionner ces gens-là, et nous voulons que tout le monde donc, supporte ce gouvernement et qu'il se mette au travail et qu'on avance. Donc moi, j'ai dit aux gens, si je suis membre du gouvernement, je serai content. Si je ne suis pas membre du gouvernement, je ne serai pas mécontent, et je vais applaudir aussi ceux qui seront donc dans le gouvernement. Et j'invite tout le monde à avoir cet esprit de sportivité pour que le pays puisse aller de l'avant. Vous étiez aussi consulté par le Premier ministre? J'étais consulté par le Premier ministre, parmi tant d'autres personnes. Et je crois que la discussion s'était très bien passée. Il avait compris, nous avons compris les contraintes qu'il a pour former le gouvernement, la vision qu'il a pour faire le gouvernement, et il a compris aussi les recommandations que nous, on lui avait faites. Il lui appartient maintenant, après avoir écouté tout le monde, de faire la synthèse et de nous donner donc une équipe restreinte, pas une équipe éléphantesque comme celle d'Ilunga et Lukamba. Et je pense qu'il est sur la bonne voie pour arriver à faire ce gouvernement-là. La force du changement est dans quel côté? Vous êtes dans le cash, vous êtes les alliés des lits de PES, vous êtes indépendants ou comment? Nous sommes une force indépendante, nous sommes un regroupement indépendant et nous voulons rester indépendants parce que nous avons cette liberté de réflexion quand les choses vont bien dans... nous faisons partie de l'Union sacrée, mais dans l'Union sacrée, il y a des tendances, ceux qui applaudissent et ceux qui peuvent regarder le président de la République en face et lui dire on est d'accord avec vous, on n'est pas d'accord pour cette raison et voici ce que nous recommandons. Et nous voulons que la force du changement continue à être cette force indépendante-là
avec cette capacité d'analyse objective pour que nous puissions recommander au pays ce qui doit être fait dans l'intérêt du peuple congolais. C'est vraiment ça. Et l'arrivée d'IMLC et de l'ensemble de Moïse Katumbi dans l'Union sacrée, parce que les gens disent que ce sont les deux regroupements politiques ou partis politiques qui demandent trop et qui disent que nous avons plus de députés, nous devons avoir tel poste ministériel, ça ne vous dérange pas l'Union sacrée? Bon, moi je considère que quand on est dans un regroupement appelé Union sacrée, il faut que tout le monde apprenne à savoir qu'il n'est pas le seul, que tout le monde apprenne à ne pas être égoïste. Il n'y a personne de plus important que d'autres dans l'Union sacrée. Nous sommes tous les mêmes. Et je vous dirais même que parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont plus importants, mais quand vous analysez au fin fond, ils n'apportent pas grand-chose à la table. Donc, être important ne veut pas dire simplement être à mesure d'aller dans la rue, faire beaucoup de bruit avec les gens originaires de sa province, et puis ça s'arrête là-bas. Mais moi, je crois qu'on est important quand on est en mesure de venir avec une vision de développement, de proposer des grandes idées pour développer la RDC au profit de tous. J'invite tout le monde à la modestie. Et j'invite tout le monde à faire des concessions et à laisser le Premier ministre capable de former son gouvernement comme il l'entend, en ayant consulté tout le monde dans l'intérêt du pays. C'est vraiment ça. Nous avons reçu ici Noël Tiani, Modian Vita, qui est le président d'un parti politique, La Force du Changement, et puis les candidats à l'élection présidentielle de 2018. Il a des diplômes, nous développons ensemble avec lui concernant l'actualité. Ici, Noël Tiani, la rentrée parlementaire, c'était les 15. On parle d'abord du Sénat, là où le nouveau président du Sénat a fait un discours avec des chiffres que son prédécesseur a laissé comme des dettes dans les banques et tout ça, 14 millions de dollars et tout. Quand vous écoutez ça en tant qu'économiste, les dirigeants des institutions qui prennent des dettes, qui s'endettent dans des banques au nom des institutions, mais pour leur propre compte, ça veut dire quoi? La mauvaise gouvernance, ce n'est pas quelque chose de neuf au Congo. Et je voudrais d'abord, pour cette rentrée parlementaire, je voudrais saluer le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat nous viennent aujourd'hui avec des nouveaux bureaux, avec de nouvelles personnes, après qu'on ait chassé les anciens qui sont supposés être mauvais, qui nous ont laissé ces dettes-là et qui ont dû confondre les biens publics avec les biens privés. Ce n'était pas une surprise pour moi. Vous savez que l'ancien bureau du Sénat était dirigé par Alexis Thambwe Mwamba. Ce n'est pas un homme nouveau sur le plan politique, c'est quelqu'un dont on connaît le passé. Et moi, je dis toujours au peuple congolais, chaque fois qu'on doit désigner des mandataires de l'État, des ministres, des présidents des institutions, il faut regarder d'où vient la personne. Si la personne dans le passé a eu des actes de mégestion, vous attendez à voir, il va continuer à poser des actes de mégestion. Si la personne dans le passé a commis des crimes économiques, des crimes de sang et consorts, vous croyez qu'il va devenir saint parce que vous lui avez donné de nouvelles fonctions. C'est pour ça que j'appelle au renouvellement de la classe politique. Renouvellement de la classe politique, ça veut dire ceux qui ont servi doivent accepter de se mettre de côté. Qu'ils aient, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, qu'on les mette de côté. Qu'on puisse les remplacer avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles méthodes de gestion. C'est comme ça que nous allons faire des progrès. Parce que ceux qui confondent les biens publics et les biens privés, il faut enclencher les mécanismes de justice, qu'on puisse les amener devant la barre, les juges, qu'on les condamne, qu'on récupère sur les biens privés qu'ils ont accumulés, les biens de l'État qu'ils avaient détournés, et qu'on puisse mettre ces biens-là à la disposition du peuple congolais. Mais donc, s'il a laissé donc des ardoises, Thambwe Mwamba a laissé des ardoises, ou une ardoise au niveau du Sénat, il faut faire intervenir la justice. Qu'on juge, qu'on examine, est-ce qu'il avait le droit de pouvoir emprunter au nom du Sénat? Et s'il a emprunté, est-ce que les produits du prêt ont servi au Sénat, aux sénateurs ou bien au pays, ou bien ça a été empoché à titre personnel? Et il faut que la justice donc puisse se prononcer, et s'il y a des sanctions à prendre, que les sanctions appropriées donc soient prises. Mais on ne peut pas continuer à encourager les actes de mauvaise gouvernance. Des gens qui viennent et qui prennent l'argent au nom du peuple congolais, qui s'endettent, qui endettent des institutions et qui vont se promener comme si rien n'était. Il faut l'amener devant la barre, il faut le juger, il faut le condamner, il faut récupérer les biens qu'il aurait détournés. C'est ça la recommandation donc, au nouveau président du Sénat, mais également à tout le bureau du Sénat ou à tous les sénateurs. Même principe doit s'appliquer aussi au niveau de l'Assemblée nationale. On doit cesser d'être
la République bananière, où les autorités commettent en position de gestion du bien public confondent les biens publics avec les biens privés. Donc on doit sanctionner des gens qui se comportent de cette façon-là. Oui, Monsieur Tiani, les deux présidents des deux chambres ont parlé de la réforme de la loi électorale. Vous, en tant que Congolais, s'il faut faire une réforme à l'ancienne loi électorale, si on peut appeler comme ça, qu'est-ce que vous allez proposer? Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées dans notre loi électorale. Et la loi électorale et la Constitution, je lis les deux ensemble. Déjà, il faut qu'on puisse reconnaître que la nationalité congolaise d'origine ne se perd pas. Ceux qui sont nés de pères ou de mères congolais, ils sont congolais et ils vont rester congolais jusqu'à leur mort. On ne peut pas leur arracher cette nationalité-là, même s'ils vont dehors et qu'ils prennent 1, 2, 3 000 nationalités, c'est leur affaire. Donc, mais au Congo, nous on les reconnaît comme congolais, ils ont tous les droits comme tous les autres congolais. Il faut que cette disposition donc soit changée. Deuxième élément, l'élection présidentielle. Il faut que ça continue à être une élection à ce qu'on introduise le système de 2 tours. Pour qu'au premier tour, qu'il y ait des éliminatoires et qu'au deuxième tour, qu'on reste avec 1 ou 2, 3 candidats. 3, il faut qu'on introduise le système de débat contradictoire entre candidats. Ce n'est pas normal dans une démocratie où on a des gens qui n'ont même pas d'idée et qui viennent, on vous dit donc ils sont candidats à la présidence, on ne les a jamais entendus et on doit les voter. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait des débats contradictoires entre différents candidats qui vont s'affronter devant le peuple congolais qui va juger. Il faut qu'on puisse supprimer le système de seuil. Moi, je ne comprends pas cette histoire de seuil-là. C'est fait de façon maligne pour pouvoir frauder, pour pouvoir tricher. Il faut que tout le monde soit élu directement au suffrage universel direct. Il faut qu'on supprime le système de suffrage indirect pour le choix des sénateurs et aussi des gouverneurs de province. On revienne au système où les gens sont élus directement par le peuple. Et je crois qu'il y a d'autres choses. Il faut qu'on puisse regarder maintenant la CENI, l'organisation de la CENI, pour qu'elle soit véritablement indépendante. On enlève tous les mécanismes par lesquels les autorités politiques ou les organisateurs des élections manipulent donc la CENI à leur faveur. Et je pense que ça, ce sont des grandes modifications qui peuvent intervenir. Je peux oublier donc d'autres, mais ça, ce sont des grandes idées que je pense donc pourraient améliorer donc notre processus démocratique. C'est ça. Qu'on parle un peu de l'état des droits, ici Tiani Noël. Il y avait les procès sans jour ici, dont tel Kamere, on l'avait condamné pour 20 ans de prison. Et nous regardons d'autres procès aussi par rapport à l'enseignement, à la gratuité de l'enseignement et tout. Et qu'est-ce que vous en dites? D'autres personnes disent que c'est 2 poids 2 mesures. Il y a des gens proches du président de la République, que ce soit la présidente comme des ministres. On parle même aussi que même le ministre a été de la santé, mais on n'a pas vu un procès contre lui. Mais quand c'est de l'autre côté directement, la RTNC et tout, procès en direct, qu'est-ce que tu as dit? C'est 2 poids 2 mesures? Non, moi je pense que les gens exagèrent. Kamere était un affilié du président de la République, c'est son partenaire. On l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a condamné, on l'a mis en prison. On ne peut pas dire qu'il vient donc du FCC simplement. Il a été avec les cabinets et consorts, mais lors des élections, il était avec le président Félix Tshisekedi. Donc, il y a eu des gens qui ont été arrêtés dans ce temps-là aussi. Ce que moi je souhaite, c'est que le principe s'applique à tout le monde, sans exception, de façon équitable. Je regrette le fait que lors de la grâce présidentielle qui a été accordée à Edi Kapende et les autres, je regrette qu'il y ait certaines personnes qui étaient condamnées dans le cadre du procès des Kamere pour détournement des fonds publics et qui ont été libérées. On ne sait pas si ça a été fait frauduleusement ou intentionnellement, mais sauf qu'ils ont été mis en prison pour, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, et ils n'ont même pas fait 1 an en prison, ils sont sortis. Donc je pense moi que c'est un acte de fraude. Et j'espère quand il y aura un nouveau gouvernement, le nouveau ministre de la Justice va regarder cette histoire-là pour les remettre en prison. Je veux qu'ils retournent en prison parce qu'ils ont été condamnés et ils ne sont pas éligibles pour la grâce présidentielle. Donc je veux que les principes s'appliquent à tout le monde, sans exception. Donc que les principes s'appliquent à tout le monde sans exception. Monsieur Noël Tiani, nous allons lentement et sûrement vers la fin déjà de notre émission, je ne sais pas. Quand vous regardez le Congo en tant qu'économiste, patriote et tout, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut espérer
avec Félix Tshisekedi pendant ces quinquennats, les Congolais peuvent dire que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui? Bon, moi, je vous dis que dans le cadre du plan Marshall que j'ai proposé, si on mettait en œuvre le plan Marshall, le Congo sera mieux que ce que nous connaissons tous les jours. Maintenant, ça je le dis parce que je l'ai écrit cette vision et je connais les détails, je sais ce qui doit être fait et je sais que si j'en avais l'occasion, je mettrais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, en ce qui concerne le président Félix Antoine Tshisekedi, il a sa vision. Il faut qu'on puisse juger déjà à travers l'équipe qu'il va sortir demain, après-demain, le nouveau gouvernement. Si on prend les mêmes et on recommence à zéro, moi j'ai un principe. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On peut pas faire du neuf avec du vieux. Si on prend les mêmes qui sont accusés de mauvaise gouvernance pendant les 18 dernières années, j'ai peur qu'on ne puisse pas aboutir à des changements profonds. Mais si le gouvernement qui va sortir donne des signaux très forts, qui a la volonté de changement, on aligne les meilleurs, on aligne des gens qui n'étaient pas trempés dans la mauvaise gouvernance d'hier. Il y a lieu d'espérer que les nouvelles personnes viennent avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle vision, et on pourrait aboutir à des résultats différents par rapport à ce qu'on a eu avant. Donc, je ne peux pas me prononcer sur cette question-là avant de voir le gouvernement que le président de la République et le Premier ministre vont nous sortir. Donc, attendons et on va les juger par les actes. Et le premier acte, c'est la composition de ce gouvernement. En tout cas, merci beaucoup, M. Tiani. Et si vous étiez des conseils du Premier ministre, il vous amène un papier là, vierge, avec les stylos, vous dit, mettez-moi le nom de personnes que vous voulez qu'il soit des ministres. Vous allez proposer qui? Et je vais vous dire que si on m'avait demandé moi de former le gouvernement, j'aurais fait 3 jours et le gouvernement sortirait le 4e jour. 3 jours seulement. 3 jours et le gouvernement sortirait le 4e jour. Donc vous avez déjà des noms de personnes en tête? Non, ce n'est pas une question d'avoir des noms, c'est une question d'avoir la méthode. La méthode, je rencontrerai tout le monde et en rencontrant tout le monde, je me dirai, je ne veux pas reprendre dans mon gouvernement tout celui qui a été ministre avant. Je ne veux pas reprendre dans mon gouvernement tout celui qui a été député ou sénateur avant ou actuellement. Je voudrais ne pas prendre dans mon gouvernement ceux qui ont été des mandataires de l'État avant. Je veux renouveler la classe politique. Et vous avez vu, tous les gens qui défilent devant la télévision, là, tous, ils ne remplissent pas ce critère. C'est 3 critères. C'est 3 critères. critères. Il ne peut pas être un ancien ministre, un député, un ancien député ou actuel député, un mandataire actuel ou ancien mandataire. Maintenant, 4e critère maintenant, je dirais que vous voulez faire partie de mon gouvernement, vous devez avoir le niveau d'études, au moins le niveau de maîtrise dans le domaine de votre spécialité, dans le domaine différent. J'arrive, mais je vous dis mes critères à moi. Au moins le niveau de maîtrise est monté au-dessus. Rien que ça, vous éliminez 90% des gens qui défilent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, au niveau de l'expérience professionnelle, je vais exiger, vous voulez être ministre, vous devez avoir une expérience professionnelle d'au moins une quinzaine d'années. Vous éliminez donc le reste, et ainsi de suite. Maintenant, vous commencez à chercher parce que vous n'allez pas trouver beaucoup de gens. C'est ça sera trop compliqué. Mais vous allez trouver, je vous dis que ces critères-là, maintenant, j'ajoute le dernier critère. Le plus important, c'est le critère d'intégrité. Vous devez être au-dessus de tout soupçon. Vous n'avez jamais trempé dans la mauvaise gouvernance, la corruption, la prédation des ressources naturelles, dans le détournement de fonds publics. Vous n'êtes pas sur la liste des 400 personnes reprises dans le rapport mapping. Et quand vous faites tout ça, je vais vous dire que vous aurez très peu de gens, vous allez commencer à chercher des ministres. Parce que la plupart seront éliminés. Et comme ça, vous allez avoir les peu d'individus, mais qui sont vraiment intègres, propres, capables de représenter le Congo avec beaucoup de courage. Et vous aurez beaucoup d'opposants. Avec ces critères-là, vous savez, quand vous voulez changer un pays, vous n'avez pas besoin d'être populaire. Si vous voulez changer le pays, vous faites ce qui est bien pour le pays, pour le peuple congolais. Et à ce moment-là, si ceux qui ne sont pas d'accord, bon, ils vont rester donc en dehors. Mais je vais vous dire une chose, une fois que vous faites ce que je propose, et que vous mettez une bonne équipe en place qui travaille, qui donne des résultats, vous serez l'homme le plus populaire de cette République. Parce que le peuple congolais va reconnaître que toutes les décisions difficiles que vous avez prises, en éliminant les mauvais, c'était dans l'intérêt de ce peuple-là. On va vous reconnaître donc ce mérite-là. En tout cas, merci beaucoup, M. Tiani. Moi, David Anorel, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot à tous ceux qui vont suivre aujourd'hui. Ben, je voudrais dire à mes compatriotes que nous sommes en train de traverser une période extrêmement délicate.
il y a un gouvernement qui va sortir. Moi, j'invite les uns et les autres à rester avec l'esprit de sportivité. Il ne faut pas que tout le monde s'attende à faire partie du gouvernement ou des mandataires de l'État et consorts. Si on vous prend, il faut remercier le bon Dieu. Si on ne vous prend pas, il faut remercier aussi le bon Dieu parce qu'il vous réserve pour des meilleurs jours par la suite. Mais je vous invite tous à soutenir les actions de ce gouvernement qui va sortir s'il est composé de gens crédibles. Pourquoi? Parce que s'il travaille bien et qu'il réussit, il aura réussi dans l'intérêt du peuple congolais. Il aura fait avancer la cause de la République démocratique du Congo en tant que pays à une phase supérieure. C'est comme ça que les pays font des progrès. Il ne faut pas qu'on ait l'habitude toujours de tirer sur tout ce qui bouge parce qu'on ne fait pas partie du gouvernement. Donc j'invite tout le monde encore à un peu plus de patience. Nous allons juger ce gouvernement par sa composition, par la qualité des gens qu'on va aligner, mais soyons sportifs et soyons congolais. Soutenons l'équipe congolaise. Pourquoi? Parce que c'est ça l'équivalent de notre équipe des Léopards. Quand il s'agit donc de jouer au football, on n'a pas de choix. Quand le Congo se bagarre contre notre pays, on doit être derrière notre équipe. Et dans ce cas ici, soyons derrière donc l'équipe gouvernementale, parce que toutes les actions qu'elle va mener, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tiani Mwadiamvita, président de la Force du Changement. Merci, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir malgré vos multiples occupations. C'est pour la première fois, je ne pense pas que ce sera la dernière fois. À chaque fois que nous aurons besoin de vous, nous allons passer. Merci à l'équipe technique, à Enoch Ilunga, merci à Christian Mukendi qui va monter cette émission, et merci à tous les compatriotes. Vous êtes partout à travers le monde, vous nous suivez sur État des droits TV, abonnez-vous massivement. Nous allons nous retrouver à la fois prochaine. Au revoir, bye. Non, j'ai raté plusieurs coups de fil, il faut que je rappelle. C'est du plomb si c'est possible. Oui, KBG, tu l'as retrouvé?